Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Paolo Stupia, je suis docteur en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je fais cette vidéo dans un contexte un petit peu particulier puisque initialement on avait prévu une présentation disons physique, voilà, mais le contexte étant celui du confinement, voilà, on a dû se replier sur une vidéo pour présenter l'ouvrage que je viens de rédiger, donc qui s'appelle 2006, une victoire étudiante, le mouvement anti-CPE et ses tracts. Cet ouvrage a paru aux éditions Sileps dans la collection Germe. Donc c'est un ouvrage qui voit la contribution des éditions Sileps et du Germe et de la Cité des mémoires étudiantes. Comme je vous le disais, le contexte il est un petit peu particulier, c'est pour ça que je voulais commencer cette vidéo par vous montrer une petite image qui est en forme de clin d'œil quoi, sur le contexte. Comme vous pouvez le voir, donc ça c'est une photo prise pendant le mouvement anti-CPE de 2006 à propos devant la Sorbonne donc, et c'était à propos de la grippe aviaire. Alors sur la pancarte, vous voyez, il y a marqué confinement de poulet. Voilà, c'était un petit clin d'œil rigolo par lequel je voulais commencer cette vidéo. Alors je m'excuse aussi pour les conditions de sa réalisation ainsi que par le montage qui ne va pas être tout à fait génial puisque ça va être ma toute première vidéo que je réalise et que je monte. Concernant le livre en question, donc il est tiré de ma thèse qui a été soutenue en décembre 2014 à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle était intitulée, cette thèse, Les tracts du mouvement anti-CPE de 2006, sociologie d'une technologie militante. Et l'idée de publier était donc venue juste après la soutenance. Jean-Philippe Legoy de la Cité des mémoires étudiantes était d'ailleurs membre de mon jury. Cependant, l'ouvrage, je vais en dire quelques mots maintenant et ça explique peut-être aussi un petit peu le décalage temporel. Elle n'est pas proprement parlé une publication en miniature, on va dire, de la thèse, mais plutôt un retravail de deux chapitres, les chapitres centraux 5 et 6, qui étaient consacrés au mouvement lui-même. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le mouvement anti-CPE de 2006 ou qui ne s'en rappelleraient pas, je vais en dire aussi deux, trois mots maintenant. C'est un mouvement qui touche à l'hiver-printemps, donc 2006, la plupart des universités du pays, jusqu'à 67 sur 84 selon l'UNEF. Un millier de lycées, donc sur 4300 environ que compte la France à cette époque, plusieurs collèges et à travers 5 journées nationales de grève réparties sur 2 mois, les salariés du public et du privé. La contestation trouve ses origines dans une proposition de l'alors Premier ministre Dominique de Villepin d'instaurer une loi qui portait le nom égalité, ou qui porte toujours d'ailleurs le nom égalité des chances, qui était censée répondre aux émeutes de banlieue de l'automne précédent. Donc en 2005, il y avait eu un certain nombre de révoltes dans les quartiers populaires. Et cette loi devait être, dans l'esprit du gouvernement en tout cas, une réponse concrète. Alors, dans cette loi, le Premier ministre propose d'inclure un amendement qui est un amendement à l'article 8 de cette loi qui porte la création d'un nouveau contrat de travail pour les jeunes de moins de 26 ans.
Alors ce contrat s'appelait le CPE, donc contrat première embauche, et il prévoyait notamment une période d'essai de 2 ans pour les jeunes entrant sur le marché du travail. Et notamment, il prévoyait la possibilité d'être licencié à tout moment pendant ces 2 ans sans que l'employeur ait à fournir des motifs. Les syndicats et organisations de jeunesse dénoncent très tôt le CPE comme une généralisation de la précarité, une fin programmée du CDI, voire comme une provocation de trop, hein, d'autant plus que le Premier ministre annonce son intention de recourir à l'article 49.3 de la Constitution, donc qui permet d'adopter, comme vous le savez, une loi en urgence par un vote de confiance et sans débat parlementaire pour faire adopter donc cette loi d'égalité des chances incluant le CPE. Euh, des universités commencent à être bloquées et occupées, d'abord en Provence, puis en région parisienne, et une coordination nationale étudiante se met en place. Paradoxalement, les manifestations qui sont promues pendant toute une première période, notamment par les organisations syndicales, peinent à mobiliser et il faudra attendre la veille de l'adoption donc de la loi par le Parlement pour que la contestation explose. Cette contestation se manifeste de plusieurs manières. D'abord, les manifestations sont de plus en plus nombreuses et ressemblent de plus en plus de monde. Le cap du million est franchi donc à la veille de l'adoption de la loi par le Parlement le 7 mars. Et à la fin du mois, les organisateurs comptent jusqu'à 3 millions de personnes dans la rue au niveau national. Les grèves et blocages universitaires et des lycées aussi se multiplient, dont une occupation de la Sorbonne pendant 3 jours et 3 nuits, ce qui représente une première depuis mai 68. Euh, Enfin, il est à souligner le rôle de la radicalité, avec des nombreux affrontements avec les forces de l'ordre dans et à la marge des cortèges, et des actions coup de poing de plus en plus nombreuses, comme par exemple l'occupation simultanée de plusieurs gares TGV françaises. Le pouvoir, sous l'effet de tous ces facteurs, est de plus en plus divisé entre les partisans du CPE et ceux qui estiment que cet article de loi devrait être abandonné, d'autant plus que le Premier ministre de Villepin vient d'essuyer un revers dans les négociations qu'il propose aux organisations syndicales qui sont très largement boycottées. Cela n'empêche pas le président de la République, Jacques Chirac, de promulguer la loi qui comporte le CPE, tout en demandant au Premier ministre de ne pas l'appliquer. Et une dizaine de jours plus tard, alors que les vacances de printemps débutent en région parisienne, Jacques Chirac annonce que le CPE sera remplacé par un nouvel article qui prévoit un dispositif d'aide pour les jeunes en difficulté, mais sans évoquer de contrat de travail, de période d'essai de 2 ans. Dans les universités, alors certains tentent de maintenir des formes de contestation sur d'autres aspects, par exemple le retrait des autres articles de cette fameuse loi égalité des chances, alors que d'autres, ils estiment plutôt qu'il est venu le temps de reprendre les cours. La mobilisation perdure encore quelques jours avant que la contestation ne s'éteigne partout, à peu près vers la date du 1er mai 2006. Alors, pourquoi les tracts? La thèse de doctorat dont est né, dont est tiré cet ouvrage
que je suis en train de vous présenter était consacré à étudier les tracts comme des technologies militantes à travers l'exemple du mouvement anti-CPE. Autrement dit, dans ma thèse, je m'intéressais à ces petites feuilles de papier que tout le monde connaît et a reçues au moins une fois dans sa vie, en prenant le CPE comme un terrain. Mon but était d'étudier ces objets militants, ces feuilles, les tracts donc, pour plusieurs raisons différentes, mais peut-être que les principales étaient de comprendre, premièrement, pourquoi les tracts, qui sont des objets très classiques du militantisme, n'avaient pas encore été étudiés par les chercheurs, contrairement par exemple aux affiches, ou alors de manière très marginale. Un des derniers ouvrages qui étudie les tracts avec une approche lexicométrique remonte au lendemain de mai 68, donc c'est dire. Hein. Deuxièmement, pourquoi des organisations s'obstinent à produire des tracts alors qu'ils sont le plus souvent rapidement lus et qui finissent généralement à la poubelle peu de temps après. Et enfin, pourquoi les tracts continuent d'être diffusés encore aujourd'hui malgré l'arrivée d'Internet, alors qu'il était déjà quand même omniprésent en 2006. Le jury m'avait cependant fait remarquer que la thèse comportait aussi de nombreuses indications sur le mouvement lui-même et au-delà sur le monde étudiant, qu'il fallait peut-être prolonger par un ouvrage. Je prends juste deux exemples. La formalisation extrême des coordinations nationales étudiantes que l'on aura encore vu perfectionner 10 ans après 2006 dans les mouvements contre la loi travail de 2016 et Parcoursup en 2018. Autre exemple, sans approfondir, sinon je vous enlèverai peut-être tout le plaisir de découverte par l'ouvrage, la promotion de formes de regroupement affinitaire en 2006 de type Black Bloc, et donc une résurgence de ceux, du moins dans les universités, de ceux qu'on appelle les anarcho-autonomes ou l'ultra-gauche. Du coup, en prenant en compte les remarques du jury et en m'inscrivant aussi dans le travail de la Cité des mémoires étudiantes et du GERME qui a été entamé en 2015, voué à étudier les citoyennetés étudiantes en mouvement, j'ai essayé de rééquilibrer la place de la mobilisation vis-à-vis du tract par rapport à la thèse. Ainsi, à la question classique de savoir que nous disent les tracts sur une mobilisation, nous pouvons ajouter une autre question: que nous dit cette mobilisation sur les tracts distribués en son sein? Quels sont les usages, les croyances, les significations que poussent les organisations et leurs militants à saisir de ces objets en 2006, voire au-delà? L'introduction est essentiellement consacrée à cette question, ainsi que d'autres enjeux théoriques et archivistiques, par exemple la collecte des documents qui sont par nature difficiles à retrouver et donc peu conservés. Suivent 4 chapitres qui reprennent l'ordre chronologique de la protestation, des balbutiements de la lutte. Donc je traite au chapitre 1, à son extension d'abord lente, puis de plus en plus rapide dans un secteur étudiant qui se fragmente soudainement entre les partisans d'une coordination nationale et ses détracteurs. Donc ça, c'est l'objet du chapitre 2. Le chapitre 3 analyse la crise du CPE de mars-avril 2006, car comme je vous l'ai annoncé auparavant, la protestation se transforme en véritable crise politique
qui attend jusqu'au plus haut sommet de l'État, et peu de contestations parviennent à ce stade. Et donc ce chapitre va traiter de cette crise jusqu'au retrait de la mesure, ce qui est très rare en tout cas et qui constitue le dernier succès en date d'un mouvement social en France. Le chapitre 4 est quant à lui consacré à analyser les tentatives de maintenir une mobilisation dans les universités après le remplacement du CPE, avant qu'un épilogue ne tente d'interroger la mobilisation et ses tracts à 14 ans de distance. Chaque chapitre de l'ouvrage est illustré par une petite sélection des tracts donc qui proviennent du fonds que j'ai collecté pour ma thèse, ainsi que d'images, de photos qui proviennent du fonds de la Cité des mémoires étudiantes. Un dernier mot quant au titre de l'ouvrage, je m'y cisse une victoire étudiante sous forme interrogative donc. On l'a vu, le remplacement du contrat première embauche est généralement considéré comme étant le dernier succès en date d'un mouvement social en France. Mais à l'époque, les contestataires et donc les tracts qu'ils rédigent sont largement divisés sur la question. De ceux qui voient une victoire d'étape qui aurait dû être complétée peut-être par le retrait de la loi en entier, à ceux qui, et je pense en particulier l'ultra-gauche, qui voient un échec dans la construction d'un mouvement social plus large. Mon but en tant que sociologue des mouvements sociaux n'est pas celui de pencher pour l'une ou pour l'autre de ces deux interprétations, mais celui de retranscrire la diversité des positionnements des différents acteurs impliqués dans la protestation, d'où la forme interrogative du titre. En conclusion, j'espère que cette période très difficile pour chacune et chacun d'entre nous se termine le plus vite possible, de sorte que je puisse vous rencontrer de visu et si possible sans masque pour pouvoir discuter de l'ouvrage. Alors l'ouvrage, vous pouvez le commander dès la fin du confinement aux éditions Syllab sur leur site ou bien chez les libraires. Je vous remercie de votre attention et surtout prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.